Un chef, c'est fait pour cheffer, a un jour déclaré le président Chirac pendant son mandat. Phrase comique qui soulève une question politique. Pourquoi le régime démocratique dans lequel le peuple est souverain doit-il être dirigé? Nous avons invité Jean-Claude Monod, philosophe et cinéaste, qui a écrit il y a quelques années « Qu'est-ce qu'un chef en démocratie ?» et Raphaël Simone, analyste politique et linguiste, dont le récent livre « Si la démocratie fait faillite » expose l'extrême fragilité d'un modèle inadapté au monde actuel. Depuis des décennies, l'Italie semble être un laboratoire européen. En septembre, les Allemands iront voter à leur tour. Là-bas aussi, la représentation par des partis installés dans des poncifs et des dirigeants traditionnels va mal. Fin 2016, les États-Unis ont donné le ton avec le choix improbable de Trump. L'inconnu plutôt que le trop connu. Seuls les populismes d'extrême droite répondent par l'autoritarisme et leurs chefs recuisent les vieilles soupes de la peur et de la division. Ils séduisent. Pour le reste, l'abstention gagne du terrain. La démocratie doit se renouveler au risque de sombrer. Comment? En donnant sa juste place au peuple dont les doléances grossissent. Pour répondre à ces attentes, il faudrait vite repenser le rôle des citoyens, la constitution des élites, et même celle du tirage au sort des dirigeants, quand beaucoup se défient des élus. Je pense qu'on peut soutenir, même si ça a l'air d'un paradoxe, que finalement, dans la démocratie actuelle ou dans la démocratie de masse moderne, comme disaient justement les sociologues, il y a quelque chose qui fait monter en puissance la question du charisme. Mais là, il est assez frappant de voir que dans ces élections très étranges, dans cette campagne très particulière que nous sommes en train de vivre, un des candidats favoris est presque mise tout sur le charisme. Enfin, je pense à Macron, c'est assez surprenant. Il a dit qu'il construisait un pouvoir charismatique et que le programme, bon, il a fini par le dévoiler, mais on voit bien que ça n'est pas le centre de sa campagne. Donc ça, c'est assez particulier. Je pense que le charisme est un élément dans une compétition démocratique. Mais le fait de jouer presque son va-tout sur le charisme, ça, c'est assez nouveau. On peut d'ores et déjà dire que l'on reconnaît tout de suite un chef charismatique. Je dirais qu'on reconnaît un chef charismatique, comme les Renzi, sans aucun doute, et comme les Trump de façon certaine, à un élément fondamental. Son énergie inépuisable. Un chef charismatique n'est jamais fatigué. Il est toujours en mouvement, toujours sur le devant de la scène. C'est le premier point. Le second point est le talent oratoire. Un talent oratoire qui n'hésite pas à sombrer dans l'exagération et l'excès. On peut dire que le charisme est indispensable pour lancer des messages qui nous parlent aux tripes. Alors c'est ce qui est irritant dans le charisme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment objectiver, qu'on ne peut pas mesurer, on peut pas dire. Et puis parfois les gens sont pas d'accord, d'ailleurs ils disent non mais attends tu trouves. Bon donc il y a des habitudes, des formes d'attente, des formes de sensibilité qui font qu'on est plus ou moins sensible justement à telle ou telle personnalité. Il y a quand même, je trouve, un critère intéressant pour le charisme, c'est lorsque des gens qui sont opposés à la personnalité elle-même au plan politique reconnaissent que bon, c'est quand même quelqu'un qui a un certain talent politique, une certaine capacité à susciter des interrogations, etc. C'est, je crois, Clémenceau, quand il faisait des discours, il y a un de ses opposants qui disait « Moi, je ne supporte pas, je suis obligé de sortir ou de me boucher les oreilles parce qu'il risque de me convaincre. » L'Espagne, aujourd'hui, souffre d'une absence totale de personnes charismatiques. Aucun des politiques espagnols de premier plan n'est charismatique. De même qu'aucun des hommes et des femmes politiques anglais de premier plan n'est charismatique. Je pense que c'est une des raisons des difficultés de Madame Theresa May. Nous votons donc sur la base d'une variété d'arguments parmi lesquels les arguments rationnels, je vais risquer un pourcentage complètement fantaisiste, mais pas complètement sans fondement, ne représentent pas plus d'un quart. Un chef, je pense qu'on entend là, évidemment, les figures du chef totalitaire, les figures
du Führer ou du père des peuples, etc. Ce qui fait que c'est une notion qui paraît immédiatement opposée à l'idée de démocratie, aussi bien d'ailleurs si on se réfère à la définition canonique, mais assez vague de la démocratie comme gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et de ce fait, on peut penser qu'il y a une tension ou une contradiction absolue entre les deux termes. Je pense qu'il y a eu tout un effort de la pensée politique moderne pour essayer de dégager l'autorité politique, proprement politique, de modèles qui sont tirés de la sphère privée ou d'autres formes d'autorité. Par exemple, pendant longtemps, et on trouve ça aussi dans des textes sur la royauté, par exemple, des textes de Bossuet, il y avait une grande analogie. On disait, au fond, le roi, c'est l'équivalent du père au plan collectif, donc le peuple a besoin d'un père. Et le peuple, et le père, c'est le roi, qui d'ailleurs lui-même est le représentant de Dieu sur terre. Donc on avait comme ça l'analogie avec le père sur fond de légitimation théologique. Tout ça a été attaqué et détruit en un sens par la pensée politique moderne qui a commencé à dire non, non, attendez, donc les citoyens sont égaux, le chef est un des citoyens. Du coup, l'analogie avec le père ne marche pas parce que sinon ça voudrait dire que nous sommes mineurs, que nous sommes des enfants. Et il y a toute une critique du paternalisme chez des auteurs des Lumières, hein, comme Kant par exemple. Il y a eu longtemps la métaphore aussi du pasteur, au sens du pasteur du troupeau. Mais non, le troupeau est quand même d'une autre nature que le pasteur. Hein. Si c'est un pasteur humain et un troupeau animal, et c'est quand même le fond de la métaphore. Donc ça aussi, c'est une métaphore qui a été jugée inadéquate à partir d'un certain moment, au XVIIIe notamment, XVIIIe siècle, lorsqu'on a dit, ben non, nous ne sommes pas un troupeau, et ce type qui nous gouverne, c'est un d'entre nous. De César à Napoléon, la figure du chef politique a souvent été synonyme de logique guerrière. Censée donner le pouvoir au peuple, la démocratie n'a pas réussi à faire l'économie du leader. Le XXe siècle en a engendré plusieurs versions monstrueuses, incarnations de l'aspect pathologique du charisme politique. Pour autant, des personnalités comme Roosevelt, De Gaulle ou Václav Havel ont prouvé que le charisme pouvait aussi servir de nobles causes. Aujourd'hui, l'action politique est de plus en plus subordonnée aux lois impersonnelles du marché et la défiance envers des figures issues d'un système usé est manifeste. Mais la plupart des gens sont malgré tout à la recherche d'un représentant suprême. Que devrait être un charisme progressiste ? Pour qu'elle survive, il faut que la démocratie change, qu'elle fonctionne avec une plus grande participation des citoyens. L'égalité entre les gouvernés et les gouvernants doit cesser d'être une fiction pour enfin être exercée. Tous les éléments que j'ai identifiés dans mon livre et que j'ai présentés comme des fictions sont selon moi les composants du modèle démocratique. Parmi eux se trouvent principalement les facteurs d'égalité et de souveraineté populaire. Le mécanisme de la représentation est un mécanisme acrobatique. Les citoyens sont trop nombreux pour pouvoir s'occuper directement de leurs affaires. Par conséquent, ils ne peuvent pas gouverner directement. Ils doivent désigner un nombre de personnes bien plus petit que leur nombre pour s'occuper de leurs affaires. C'est la passation. Cette passation est en elle-même acrobatique car elle signifie que ces 10 personnes, qui en représentent 1000, pensent et décident la même chose que ce que décideraient les 1000 personnes. Ce qui, évidemment, n'est pas vrai. La démocratie est peut-être fondée sur une fiction, c'est-à-dire la fiction de la participation de l'ensemble du peuple à la décision le concernant. Et c'est pas une fiction au sens négatif du terme, c'est une fiction qui a des effets, c'est une fiction qui transforme la réalité. Je crois qu'on peut pas opposer la fiction à la réalité comme ça, en fait, y compris au plan politique. On peut toujours dire, bien sûr, le peuple n'est pas vraiment aux commandes, etc. Mais je crois que ça méconnaît le fait qu'il y a une efficace de cette fiction et le fait qu'on peut, et que ça se traduit dans des institutions, que ça se traduit dans des institutions qui nous semblent peut-être évidentes et dont on estime peut-être qu'elles n'ont plus d'intérêt, mais sans lesquelles, je pense, on ne pourrait pas respirer. Inoltre, anche se noi eleggiamo il capo,
En outre, même si nous élisons un chef, chef du gouvernement, chef de l'État, n'importe quel chef des pays démocratiques, nous ne savons rien des chefs choisis par le chef, qui eux-mêmes sont des centaines et des centaines. C'est arrivé en Italie il y a quelques jours. Le gouvernement a nommé de but en blanc une vingtaine de personnes à la tête d'entreprises d'État très stratégiques. Les postes, le pétrole, les industries de défense, etc., provoquant par là même de très importantes discussions parce qu'une partie de ces personnes qui ont été désignées n'ont apparemment aucune compétence spécifique dans le domaine de leur nomination, mais ont seulement des amitiés politiques. Nous avons donc l'illusion d'élire un chef, mais ce n'est pas vrai. Les deux tours des élections présidentielles françaises se tiendront les 23 avril et 7 mai 2017. 45,6 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales, soit 1 million de plus qu'en 2015. Les électeurs pourront se rendre dans les 65 000 bureaux de vote ouverts de 8h à 19h, 20h dans les grandes villes. 11 candidats, dont 2 femmes, ont recueilli les 500 parrainages d'élus nécessaires pour officialiser leur candidature. En 2012, le taux d'abstention était de 20,5% au premier tour et de 19,65% au deuxième tour. Les 10 candidats du premier tour avaient dépensé pour leur campagne la somme totale de 74 158 264 €. En Allemagne, le chancelier est élu par les 630 députés du Bundestag, eux-mêmes élus au suffrage universel direct. Les prochaines élections fédérales auront lieu le 24 septembre 2017. Il y a l'impression parfois d'une dépossession démocratique ou d'une captation du champ du gouvernement ou de la gouvernance par des gens qui viennent, disons, des mêmes milieux, des mêmes écoles, en France en particulier. Du coup, quelqu'un qui peut afficher son extériorité, qui a l'air de parler un tout autre langage, qui a l'air de maîtriser éventuellement d'ailleurs des nouveaux médias, des nouveaux codes. On a beaucoup dit que Trump est quelqu'un qui était extrêmement présent sur Twitter, et quelqu'un qui jouait de la disqualification aussi des médias traditionnels, du fait que finalement des choses qui ne sont pas vérifiées, qui circulent rapidement, ont un grand impact. Donc quelqu'un qui avait d'une certaine façon perçu cette nouveauté de la situation médiatique de la démocratie contemporaine, a pu effectivement en tirer parti quand il y a éventuellement un sentiment de dépossession ou d'oubli d'une partie du peuple, notamment des milieux, disons, populaires, ouvriers ou autres. Ça peut se reporter vers des personnages qui ont l'air de parler d'une manière plus en prise avec le peuple. La modernité technologique a sans aucun doute changé la scène du spectacle politique. En effet, dans les années 60 et 70, le politique se présentait au peuple dans la rue, il faisait des discours, des meetings, des appels, on le voyait en face, physiquement. Il parlait avec les gens autant qu'il le pouvait. Il était donc directement au contact des masses. Avec la naissance de la sphère télévisuelle, ou de ce que, dans un de mes ouvrages, j'ai qualifié de médiasphère, c'est-à-dire la sphère des médias qui nous envahit complètement, l'homme politique ne se déclare plus candidat dans la rue. Il le fait depuis un plateau de télévision. Ainsi, celui qui a la télévision à sa disposition, comme Berlusconi, qui étant patron de la moitié du système télévisuel italien, est passé à la télévision un temps infiniment supérieur à tous les autres candidats. Celui qui a cette possibilité s'impose comme un candidat fort. D'ailleurs, le cas Berlusconi est intéressant aussi comme phénomène de populisme médiatique, car il n'a pas seulement amené lui-même et ses idées à la télévision, mais il a aussi amené toute sa sphère privée. Sa femme, ses enfants, sa richesse, ses villas. C'est exactement le même schéma qu'est en train de répéter Trump.
Trump va même un peu plus loin. Disons que de ce point de vue, il est encore plus audacieux, parce qu'il emmène sa fille, qui n'a aucune charge institutionnelle, aux réunions d'État. Exactement comme si l'État était l'une de ses entreprises privées. Nous sommes donc bien au-delà de Berlusconi, et selon moi, aussi bien au-delà de la loi. Malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'il peut y avoir cette tentation du n'importe qui a l'air de se présenter comme en rupture avec un système qui produit des inégalités fortes ou qui ne répond pas à certaines attentes populaires. La capacité à produire des diagnostics simplistes et à plaire, hein, cette façon de chercher à plaire, souvent d'ailleurs en désignant des boucs émissaires, qui est une tentation de la politique moderne, hein, qui est une tentation qui ne date pas de Donald Trump, mais qui trouve sans doute en Donald Trump une bonne... une incarnation assez impressionnante. Donc il y a un peu cette réduction des possibles dans une politique qui se présente sur un mode assez technocratique, qui suscite, je crois, par contre-coup, parfois une espèce de saut dans le vide, c'est-à-dire de préférence pour des leaders qui ont l'air, certes, immaîtrisables peut-être, mais qui ont l'air de pouvoir oser des choses inattendues. Bon, et je pense qu'on est en ce moment dans une espèce de zone d'incertitude et de danger à ce propos. Je soutiens qu'il existe un modèle politique que l'on peut tranquillement appeler poutinisme, et qui aujourd'hui est une alternative préoccupante, mais attirante pour de nombreuses personnes par rapport à nos démocraties. En effet, le poutinisme dit « je t'enlève tes droits politiques », ce qui signifie liberté d'expression limitée, liberté d'opposition limitée, liberté de parole limitée. Mais je reconnais ta liberté économique. C'est-à-dire que tu peux faire de l'argent, dépenser, t'enrichir, t'amuser, aller à l'étranger pour dépenser tes sous, y acheter des biens et même revenir par la suite. En Europe, Poutine a fait naître une série de relations amoureuses. Marine Le Pen, la Ligue en Italie, ainsi que toute l'Europe centrale, qui semble plus se tourner vers Poutine que vers l'Europe occidentale, l'Ukraine. Même Trump a de la sympathie pour Poutine. Je pense que cela a une signification politique extraordinaire. Cela veut dire que les libertés politiques, et en premier lieu la liberté de penser, comptent de moins en moins par rapport à la liberté économique. Deviens riche, mais ne t'oppose pas. En France, la Constitution de la Ve République régit le fonctionnement de l'État depuis le 4 octobre 1958. Initiée par le général de Gaulle pour mettre fin aux crises parlementaires de la IVe République, elle se caractérise par un basculement du pouvoir exécutif au profit du président. Son élection au suffrage universel, instituée en 1962, est devenue le moment fort de la vie politique. Le référendum du 24 septembre 2000 sur la modification de la Constitution, validant la réduction du mandat de chef de l'État de 7 à 5 ans et l'inversion du calendrier électoral voté en 2001 ont encore renforcé ce pouvoir en éliminant les risques de cohabitation. À l'inverse, en Allemagne, le rôle du président est réduit à des fonctions essentiellement honorifiques. Il est élu au suffrage universel indirect, tout comme la chancelière, qui est la véritable chef du gouvernement. Le pouvoir, il peut s'exercer peut-être sur le mode direct. C'est ce qu'on a pu citer, par exemple, dans certains cantons suisses où toute la population du canton est rassemblée sur la place publique et vote à main levée sur toutes les questions le concernant. Bon, la difficulté, c'est que c'est sans doute faisable à l'échelon d'un canton suisse, mais sans doute pas au plan d'un pays de millions d'habitants.
Ça, c'est une exception à la démocratie, c'est cette idée que tout le monde décide en commun. Mais je crois qu'il y a aussi une idée qu'on trouve chez les Grecs, chez Aristote, c'est plutôt la circulation, c'est-à-dire le fait qu'alternativement, on gouverne et on est gouverné. Depuis quelque temps circule largement, parmi les théoriciens de la politique, la proposition de revenir à l'antique mécanisme du tirage au sort. C'est le modèle de la Grèce antique, où tous les gouvernants étaient tirés au sort. Naturellement, on ne choisissait pas parmi tous les citoyens, mais parmi les riches de la cité, ceux qui avaient la pleine citoyenneté. Tous, sauf 2 personnes, à savoir le chef de l'armée et le responsable des finances. Le présupposé de ce modèle est le suivant. Seule l'armée et les finances requièrent des spécialistes, c'est-à-dire des personnes qui exercent ce métier, et spécifiquement ce métier. Toutes les autres fonctions de gouvernement peuvent être occupées par n'importe quel citoyen. Aujourd'hui, naturellement, nous aurions du mal à accepter un système fondé sur le tirage au sort. C'est pourtant un modèle qui présenterait de grands avantages. Par exemple, il permettrait de rompre avec la politique de métier. Je crois qu'il y a une évidence pour nous du pouvoir démocratique et qu'il faut quand même interroger. Il faut aussi songer à défendre cette capacité à renvoyer les gouvernants chez eux. Chose assez évidente, mais qui n'est pas garantie et qui peut être fragile. Il faut certainement prendre au sérieux toutes les formes d'expérimentation qui sont plus que des expérimentations maintenant et qui sont institutionnalisées dans un certain nombre de pays de contrôle citoyen ou ce qu'on appelle aussi la démocratie liquide, c'est-à-dire une façon de suivre, par exemple, son représentant à l'Assemblée et de discuter avec lui de son vote sur tel ou tel point. C'est-à-dire de suivre de manière plus continue, non plus comme ça ce mandat, comme une sorte de chèque en blanc, mais quelque chose qu'on continue d'alimenter pendant le temps de la mandature. Donc ça, je pense que ce sont toutes ces formes de construction d'une démocratie plus continue et peut-être plus effective qu'une certaine forme de mandat qui est trop de l'ordre de la délégation de pouvoir. Je crois que l'école pourrait être le terrain de la renaissance et de la consolidation de la démocratie, au moins en théorie. Je m'explique. L'école occidentale, et en particulier l'école européenne, est en soi une forme d'expérimentation de la démocratie. Il n'y a pas, au moins en principe, de discrimination sociale. L'école obligatoire est pratiquement gratuite. Il existe de nombreuses aides pour les plus faibles ou ceux qui sont en difficulté. Ce sont là les conditions requises pour une vraie démocratie. Le principe de l'école démocratique est que même si en dehors vous êtes différents, à l'intérieur vous êtes tous égaux. Dans l'école européenne occidentale, même les rapports entre les enseignants et les élèves sont au moins en théorie et a priori des rapports de parité. Il n'y a pas l'enseignant totalitaire et irréfutable qui émet des jugements. Il y a même une interaction avec les familles, avec le monde extérieur. En théorie, il s'agit donc d'une cellule de démocratie. Penser qu'on peut tout à fait se passer d'une réflexion sur les mécanismes d'apparition, de sélection de leaders, c'est s'exposer à ce que ces questions et cette réalité soient prises en charge par des gens qui ne seraient pas tellement soucieux de l'articuler à la démocratie. Il faut plutôt penser
cette réalité, parfois cette attente d'ailleurs, populaire aussi, et comment l'encadrer, la délimiter, lui opposer des contre-pouvoirs. Parce que quand on la dénie, effectivement, je pense qu'on peut s'exposer à son retour immaîtrisé, à son retour monstrueux. Qu'il faille un chef, pour moi, cela ne fait aucun doute. N'oublions pas que Beppe Grillo a commencé à lancer ses messages politiques en tant qu'acteur sur scène. Il est devenu homme politique après des années passées à influencer les gens depuis la scène. Je dirais que c'est l'un des aspects les plus inquiétants du monde globalisé. Le fait que nous pouvons être influencés par quelqu'un qui ne saura jamais que nous existons, qui est de l'autre côté du monde, mais dont nous attendons les messages. C'est affreux, et c'est terrible car cela nous dit quelque chose sur la condition humaine, et aussi sur la fragilité de la démocratie, ce qui était notre point de départ. 2087. Les animaux ont les mêmes droits que les humains et sont des citoyens à part entière. C'est une colombe qui a été tirée au sort pour gouverner les mégapoles, toutes reliées entre elles. Squaridés, c'est fini pour cette fois-ci. Passez une douce nuit.